national, Martin Bargangele, une sortie qui fait couler pour l'instant beaucoup d'encre et de salive pour le délégué général à la sécurité nationale. Il n'est plus tolérable d'avoir les mauvais états de route. Il a pris le tronçon Yaoundé-Moutengene, un tronçon qu'il a lui-même emprunté il y a quelques jours, et pour Martin Bargangele, c'est un véritable calvaire. Martin Bargangele n'est pas allé du dos de la cuillère pour poser la question de savoir ce que font les membres du gouvernement. Ce matin, nous allons commenter et analyser et même décrypter cette dernière sortie du délégué général à la sécurité nationale, Martin Bargangele. Quels commentaires, quelle analyse et surtout quelles leçons à tirer après une telle sortie. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons également un arrêt comme d'habitude en accueillant la très étincelante Claudia Ntia qui nous donnera la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Toujours dans le cadre de ces échanges, la dénonciation, votre dénonciation est restée intacte. Elle vous sera d'ailleurs offerte. Tout ceci se passe au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV à partir de Yaoundé. Nous émettons. Et nous commençons par accueillir ces invités qui répondent déjà présents. Parfait Ongene, bonjour. Bonjour, Parfait. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau, de partager aux côtés de Blériot Onyamek, qui semble être l'un des experts aujourd'hui les plus appréciés par les auditeurs, les téléspectateurs. Il me semble que c'est toujours important de partager des plateaux avec des personnages comme cela. Mais également, c'est important de savoir que nous sommes dans un état de paix. Tout à fait. Dans une république où la stabilité politique est de mise, où la stabilité politique fait référence, où le gouvernement a déjà mis long. Le président l'avait dit en Italie que c'est pas facile de nos jours de trouver un gouvernement qui met autant de temps. Cela veut tout simplement dire que lorsqu'un gouvernement met autant de temps, c'est un gouvernement qui s'est bravé à la fois des difficultés, mais également réalise des prouesses. Ah bon? Mais sauf que parfois... on peut le dire avec ces derniers gouvernements? Il n'y a pas de dernier gouvernement ou de premier gouvernement, il y a un gouvernement dans l'ensemble. Encore qu'il y a le principe de la continuité de l'État, la continuité du service public, il y a le principe de la conduction des affaires publiques autour d'un idéal politique, autour d'un projet de société qui est celui du président Biya. Je voudrais vous dire que ça fait 42 ans, cela fera 42 ans le 6 novembre prochain mercredi, où le gouvernement est dépêché aux affaires et où le gouvernement implémente une politique à succès, une politique qui certes rencontre quelques difficultés, quelques lacunes, mais dans l'ensemble, nous pouvons dire que le bilan est éloquent. Donc ça fait que ce soit le gouvernement d'hier ou celui d'aujourd'hui, tous ces gouvernements ont travaillé à des bons points. Il y a des bons points, mais on ne peut pas dire qu'on ne peut ne pas relever quelques difficultés, quelques insuffisances. Et c'est en cela que je pense qu'il est important pour nous de toujours nous souvenir, lorsqu'on l'aura tout oublié, de tout ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que tout ce qui nous apporte le bien-être. Ce qui nous apporte le bien-être, c'est parce que le pays est dirigé des mains de maîtres. Le pays est bien gouverné. Le pays travaille dans la perspective à l'horizon de l'émergence à l'horizon 2035. Et vous savez, cette pérégrination politique ne peut pas être épargnée des difficultés. Donc moi, je pense que vous mettez plus l'accent sur les difficultés, les journalistes, oubliant les prouesses qui ont été réalisées. Et ces prouesses, je vous le dis, si on venait à rédiger un ouvrage de 100 pages, les prouesses prendront 95 pages et les insuffisances peut-être 5 pages. Lorsqu'on aura vraiment été très rigoureux à vouloir absolument intégrer les insuffisances, on aura 5 pages sur 100 pages concernant ce bilan politique du président Paul Biya. Je vais vous dire une chose, Parfait Ongene, le journaliste que je suis, je m'intéresse toujours au train qui arrive en retard. Le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse pas. Le journaliste que je suis, je m'intéresse à l'homme qui mord le chien. Mais si le chien mord un homme, ça ne m'intéresse pas. C'est dans l'ordre normal que le chien puisse mordre un homme. Vous comprenez ça? Mais si un homme mord le chien, c'est un événement pour moi.
Parfait Onguene est du RDPC. Il est d'ailleurs le conseiller régional du côté de la région du Sud. En face de Parfait, nous allons accueillir notre consultant, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé. Certains l'appellent déjà le consultant planétaire. Pierre Blérugne, mec, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là, de partager le panel avec une intelligence aussi relevée que celle de M. Parfait Onguene, même s'il l'utilise à mauvais escient. Tout le monde voit qu'il est intelligent, mais qu'il a donné son intelligence au mauvais service. Bon, ça ne lui enlève rien à son intelligence. Voilà, donc... J'espère qu'il est d'accord. Hein? On ne lui demande pas. On ne lui demande pas d'être d'accord. On voit que voilà un jeune fort intelligent, mais qui malheureusement a décidé de servir la mauvaise cause avec une bonne intelligence. Donc, il est tout à fait libre de faire ce qu'il fait là. Moi, je suis heureux d'être sur votre plateau. C'est vrai, la sagesse du jour, qu'il ne se sente pas concerné, je ne savais pas qu'il serait là et ça ne le concerne nullement, sauf qu'elle est brutale. Allons-y avec la sagesse du jour, mais je veillerai à ce qu'elle soit moins brutale. Hein. Si vous surprenez une personne à qui vous avez servi dans un vase d'or, mangeant dans un vase vil, et sachez que vous avez pris un fou pour un roi. On peut reprendre? Si vous surprenez une personne que vous avez servi dans un vase d'or, mangeant dans un vase vil, sachez que vous avez pris un fou pour un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui mélangent, qui n'ont aucun sens de la grandeur, qui mélangent tout, qui mélangent l'or et la boue. Vous voyez? Des fois, vous avez une femme d'une certaine valeur, parfait ici. Une femme d'un certain niveau. Elle vous surprend également avec des fillettes qui apprennent à peine à faire la toilette. Elle comprend que vous êtes fait pour manger dans la poubelle. Elle ne comprend pas comment vous pouvez manger dans un vase d'or et vous retrouvez encore dans la poubelle. Il y a des gens qui mélangent des valeurs et les contre-valeurs. Donc, si on vous a élevé et que vous vous retrouvez dans les vases vils, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Merci, hein? Merci pour ces éternelles sagesses matinales de toutes les façons. 10h, 11h52. Vous êtes à pic sur Info TV. Nous attendons encore Roger Kiek de Kiki qui a confirmé sa participation dans le cadre de ce programme. Il est journaliste politique, est également aussi encore attendu. Djama Fils, lui, le directeur de publication du magazine Afrique Performance. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Méné qui nous regardent ce mercredi. C'est un plaisir d'être là. Comment tu vas ce matin? Très bien, et vous-même? Ça commence à aller. Je suis déjà à 85% de mon état de santé. 85. Je vous ai dit que j'ai fini avec les perfusions. Maintenant, je suis en train de boire les choses du village. Et je bois aussi le Mendib Mezouan. Ah, ça? Le Mendib Mezouan. C'est amer. Oui, oui, moi j'aime les choses amères. Moi-même, je ne suis pas trop sucré. D'accord, c'est super. Je bois le Mendib Mezouan. Je mâche beaucoup plus de noms. Et là, ça pique. Vous voyez que j'aime les choses amères et les choses qui piquent. Je crois que d'ici demain, vous serez à 100%.
Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, les journaux ce matin nous plongent dans l'aviation civile. C'est le quotidien Info Matin qui nous y amène. On parle de Cameroun, université de la sécurité en Afrique. Et la page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Bien sous le très haut soutien du chef de l'État Paul Biya, un atelier de renforcement des capacités des personnels en charge des contrôles aux frontières de l'OACI se tient ces 29 et 30 octobre à Yaoundé. L'information dont à retrouver en page 3 de ce journal, pareil en kiosque ce mercredi. Le quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyomo, présente une image ce matin, celle de Martin Barganguele, propos sur l'inertie, tout en pointant la qualité défectueuse de la route Yaoundé-Moutenguene. Le DGSN invite chaque ministre à se demander ce qu'il a fait pour mériter la confiance du chef de l'État. Éclairage sur la dégradation de cet axe routier à lire en page 7 de ce journal. La nouvelle expression en kiosque ce matin s'intéresse également à la dégradation des routes. La colère de Mbalgangele est à retrouver en page 3. Même son de cloche pour le tabloïd Le Messager. On parle aussi d'entretien des routes nationales, l'héritage empoisonné, c'est un point d'interrogation. Enquête sur un réseau routier dégradé, écrasé par le poids de l'âge des chaussées et le manque d'intervention, mais en panne de financement. La page 3 nous renseigne davantage. L'info à chaud est également au parfum de cette actualité. On parle de dégradation de l'axe routier Yaoundé-Moutenguene. Le DGSN dégaine sur le Mintepe à Printemps. Nous restons avec la DGSN, avec Leader Presse. On parle cette fois-ci d'autre chose. Nous sommes donc dans le Nyon-Esso, 1065 cartes nationales d'identité établies à Printemps en page 6 de ce journal paru en kiosque ce mercredi. Parlons d'autre chose avec le Tri-Hebdo, la météo. On parle d'assassinat de Njoko Frida. Le professeur Wonangini s'indigne contre le silence des défenseurs des droits de l'homme. L'universitaire intellectuel, dans une publication forte, a soutenu ce 29 octobre sur sa page Facebook, dénonce leur mutisme face à cette atrocité de trop perpétrée par les ethnofascistes armés du Nozo Sud. L'adjointe au maire de Bamenda 2, lâchement tué comme un animal. La page 3 raconte ce qui s'est réellement passé. Un autre décès, nous allons cette fois-ci du côté de Bacham avec le journal Le Jour. Une femme et ses 3 enfants décèdent après avoir consommé du couscous. Il s'agit de Chanceline Tedegmo et sa progéniture qui ont trouvé la mort après avoir mangé ce repas concocté par elle-même. 2 autres victimes sont en soins intensifs. Apprend-on en page 2. La vidéo de cette femme a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit de Manuela pendant la soirée de gala de son mariage. Elle s'écroule et meurt, nous apprend l'info à chaud en page 3. Nous voici avec l'universitaire. Célébration éclatante, la 63e promotion de l'ENS de Yaoundé prend son envol. La page 8 revient sur cette cérémonie. Ouestéco, le maire de Bafoussam, premier signe une lettre ouverte aux populations de la commune. Il s'agit de Nyang Cyril qui rentre dans le suspense après sa démission du SDF. Retrouvez cette information clairement détaillée en page 9. Diapason, on parle de budget 2025. L'État mise sur l'industrialisation. L'information est à lire en page 3 ce matin. Le du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous amène du côté de la Damawa. 3144 munitions saisies par la douane à Tchabal. La page 8 nous renseigne davantage. Paul Gouarekindi avec le quotidien Réalité Plus. Nous sommes cette fois-ci du côté du comité national olympique et sportif du Cameroun, du 109 à la tête des organes de gouvernance. Apprend-on dans ce journal de la page de SI. Ses parents à présent santé avec le témoin. On parle du concours mine santé pour les écoles de formation. Un autre sans faute pour le docteur Manaouda Malachi. Éco-santé de Joseph Benboum, on parle de rentrée académique. La relève médicale camerounaise se forme à la faculté de médecine de Yaoundé. L'information est à retrouver en page 5. Prenons donc quelques nouvelles de nos voisins. Nous sommes du côté du Gabon avec le reporter. On parle de CTRI, référendum, le révolutionnaire. Le 16 novembre prochain, les Gabonais sont appelés aux urnes pour dire oui ou non à la nouvelle constitution qu'ils ont souhaité eux-mêmes lors du grand dialogue national en avril
avril dernier à Libreville, alors que plusieurs activistes et acteurs politiques font propagande pour le non. Le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a pourtant fait que restituer au peuple de sa propre volonté exprimée lors des assises nationales. Le décryptage d'une consultation électorale qui va enclencher le nouveau Gabon est à retrouver en page 7 de ce journal. Nous clôturons avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Marie-Claire Nana parle du traitement des chercheurs, des primes en hausse. Un décret du président de la République signé hier fixe les nouveaux montants des primes de recherche des technicités. Paul Biya donne ainsi une suite palpable au décret du 8 août 2023 portant statut du chercheur au Cameroun. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Claudia, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Excellente journée à vous, parfois ici, et surtout bonne suite d'émissions. Vous avez un truc que vous avez attaché au coin. Oui, bien sûr, c'est un foulard. Ça me rappelle les scouts. Scout toujours, oui, à l'école, oui. Tu connais les scouts? Oui, bien sûr. À demain 10h, Claudia. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, reste prudente. Merci beaucoup. Au moment où Claudia nous donnait cette panoplie d'informations, informations parues au Cameroun, nous avons retenu avec le célèbre billet hebdomadaire, la météo du très grand frère Dieudonné Mvan, que parlant de l'assassinat de l'adjointe au maire de Bamenda, le professeur Mathias Eric Owonangini dénonce. Il ne comprend pas le silence des organisations de défense des droits de l'homme. Pourquoi ce silence? Le professeur Mathias Eric Owonangini dénonce donc ce matin au niveau du journal, le billet hebdomadaire, la météo. Nous allons coller un mot sur cette dénonciation du professeur Mathias Eric Owonangini. Je commence par parfait. Ongene parfait, Ongene, nous le savons. Sur ce plateau, nous avons effectivement condamné avec la dernière énergie cet assassinat brutal de l'adjointe au maire de Bamenda, cette dame qui était une camarade à vous du RDPC. Owonangini, fait précéder de professeur, ne comprend pas le silence des organisations de défense de droits de l'homme. À votre niveau, le professeur n'est-il pas dans son rôle, puisque dans le même contexte, nous avons eu certains autres cas au Cameroun où des organisations de défense des droits de l'homme sont sorties comme un seul homme pour faire bloc et condamner. Mais parlant de l'assassinat de l'adjointe au maire, c'est comme si les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas au courant. Oui, le professeur a raison de s'interroger. On a l'impression, en observant la situation, qu'il y a des douleurs à géométrie variable, qu'il y a une hiérarchisation de douleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des douleurs qu'on peut ignorer et d'autres qu'il faut exacerber. Des douleurs qui parfois engagent toute la République, engagent tout un État, toute une nation, parfois le monde entier, et d'autres qui n'en valent pas la peine. Alors cela voudrait tout simplement illustrer encore ici le caractère partisan de ces ONG. Mais de quel côté? Du côté, effectivement, on peut le soupçonner, avec raison, nous sommes tentés de soupçonner ces ONG de faire effectivement partie des forces centrifuges de la République, de faire partie de ces outils de déstabilisation du pays dans une tentative chaque fois maîtrisée par les forces de l'ordre et par les politiques publiques de défense de la sécurocratie dans notre pays. Donc vous comprenez très bien que nous sommes là dans un agenda caché, un agenda caché qui parfois est trahi du fait du comportement ostentatoire somme toute regrettable de ces organismes. Mais il n'y a pas que les ONG, voyez-vous, il n'y a pas que les ONG, il y a même en interne, c'est-à-dire que les acteurs internes, c'est-à-dire les partis politiques,
de l'opposition, il y a les donneurs d'ordre en interne qui aussi observent un mutisme. C'est vrai qu'au niveau du Cameroun, hein, je vous relance parfois Ongeni, Oui. sauf si je me trompe, hein, je n'ai pas suivi une dénonciation de certains partis de l'opposition au Cameroun, habituellement, qui sont souvent au devant de la scène pour condamner les atteintes aux droits de l'homme, pour condamner des actes dégradants, ainsi de suite. Alors, ce qui est arrivé à l'adjointe au maire de Bamenda, est-ce que ces partis politiques au Cameroun sont au courant? Mais bien sûr, je vous ai parlé tout à l'heure d'un comportement d'une conspiration généralisée. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un comportement qui illustre l'agenda caché des uns des autres. Voyez-vous, la semaine dernière, ça dit pratiquement la même semaine, Oui. il y avait une indignation populaire relativement aux actes que nous avons observés dans les réseaux sociaux concernant un certain artiste. Et immédiatement après, on est allé au-delà de ces actes, mais pour commettre un meurtre d'une mère de famille. C'est-à-dire, certains se sont tellement indignés par rapport à une bastonnade. À une bastonnade, Les mêmes à la personnes machine. ne se sont pas indignées par rapport à un assassinat. Un assassinat, un meurtre, c'est-à-dire que on va ôter la vie à une dame, à une mère de famille, on va ôter la vie alors ce qui se passe tout simplement, c'est que d'ailleurs il y a du dédain sur la dame, du fait de ses couleurs politiques, du fait de ses couleurs politiques, du fait de l'acte qu'elle a posé, c'est-à-dire les circonstances de sa disparition. Elle est allée mobiliser les militants de cette partie du pays pour soutenir une œuvre atemporelle, c'est-à-dire que l'illustration des prouesses des œuvres du président Paul Biya, et finalement, elle subit le châtiment. De quel châtiment parlons-nous? Pour qu'elle quitte définitivement la terre, qu'elle passe de vie à crépa. C'est regrettable et c'est honteux, mais nous devons tout simplement comprendre que le peuple camerounais est agressé de l'extérieur et de l'intérieur par des forces qui, en réalité, sont de nature à corrompre la conscience internationale sur le fait que le Cameroun est une destination dangereuse. Dangereuse lorsqu'il s'agit des faits isolés, comme ce que nous avons vécu, mais lorsqu'il s'agit d'un phénomène de guerre, d'un phénomène de grand banditisme, d'un phénomène d'assassinat ciblé, tout de suite c'est le mutisme, tout de suite tout le monde devient silencieux. Merci, parfait, Ongene. Même Blériot Nyamègue n'a rien dit, il n'a pas dénoncé. Non, Blériot a dénoncé. Blériot a dénoncé. Il a dénoncé d'ailleurs avec la dernière énergie. Roger Kiekdekiki, bonjour. Bonjour, merci encore pour l'invitation et je m'excuse pour le léger retard. Ah, je n'ai pas dit aux téléspectateurs. Voilà, retard. Je me dénonce tout seul. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. Et je souligne que Roger Kiekdekiki est journaliste politique. Il excelle dans les investigations. C'est pratiquement presque 3 décennies dans la communication et dans le journalisme. Roger Kiek, je vous accueille à chaud avec cette indignation que soulève le professeur Mathias Eric Ouanangini, que vous connaissez très bien. Le professeur Ouanangini ne comprend pas qu'on puisse assassiner de manière aussi sauvage et barbare une dame et qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme ne condamne cet acte. Il a raison. On ne peut pas faire dans la condamnation sélective. Il s'agit d'une femme, d'une dame. Vous savez, même dans les guerres les plus atroces et les plus barbares que l'humanité a connues, on épargnait quelquefois les femmes et les enfants. C'est-à-dire que la pauvre dame, elle n'a fait que militer. L'enjeu de la démocratie, c'est l'acceptation de l'autre, la tolérance de l'autre. Elle n'est pas responsable des problèmes des gens, elle ne fait que militer. On est allé l'enlever à son domicile, on l'a torturé et on l'a lâchement assassiné de manière barbare, telle que vous l'avez vu là. Il faudrait condamner. Quand on a arrêté dernièrement en Norvège le doutable terroriste Ayabacho, parmi les chefs d'inculpation qui étaient prononcés contre lui, vous avez les crimes contre l'humanité. Tout à fait. Parce que ces crimes-là, à grande échelle, constituent des crimes contre l'humanité. Il me souvient encore l'épisode d'une dame gardienne de prison, Ayafor. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les barbares? Ils lui ont enlevé son sexe avec le couteau. Oh là là. Avec un couteau. Ils lui ont enlevé les seins
avec un couteau. Et que comme en télévision, non, il faut décourage. Ces choses-là sont tellement violentes, sont tellement barbares, et ce sont des choses que l'humanité ne peut accepter. Vous ne pouvez pas donc être un opérateur politique, un acteur politique, un opérateur des droits de l'homme, et ne pas condamner quand il s'agit de la mise à mort barbare. À ce niveau-là, Roger, vous gardez le microphone. Est-ce que nous devons dire, au regard de ce que vous êtes en train de soulever, et que ce soit Parfait Onguéné ou vous, que ces organisations des droits de l'homme, certaines, sont des militantes, ces organisations, certaines ont choisi clairement un côté. À ce niveau, est-ce qu'elles ne perdent pas en crédibilité? Oui, tout à fait, parce qu'il y a comme une connivence tacite entre certaines organisations et certains acteurs qui opèrent dans la déstabilisation, parce que tout cela participe de ce que vous appelez, de ce qu'ils appellent une espèce de fin de règne, une ambiance de fin de règne. Vous savez que le régime actuel est la continuité du régime Ahidjo. Et certains pensent que ça a duré. Il faut tout faire du fait de l'âge avancé du dirigeant central. Il faut tout faire pour discréditer le Cameroun, pour mettre en péril le Cameroun. Il y a ce que les spécialistes appellent le risque pays. Le risque pays, c'est quoi? La fragilité de la sûreté de l'État, la sécurité nationale, la fragilisation des institutions, le péril sur la paix et la sécurité des individus, la sécurité des biens et des personnes, la sécurité des investissements extérieurs. C'est tout cela qui participe à la dégradation de l'indice pays, du risque pays. Et là, on a l'impression qu'il y a une connivence, une construction. On ne saurait, et moi d'ailleurs, je vous l'ai dit la dernière fois, que regardez la logique de Longuet. Nous sommes d'accord que la torture n'est pas une bonne chose. Nous, vous et moi, nous avons souvent éprouvé ces choses. Tout à fait. Dans les commissariats, on bastonne. Mais il ne faut pas penser que, parce que c'est Longuet, et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit qu'il n'est plus d'accord avec le régime en place, mais il plébiscite un acteur de l'opposition. Et puis quand il arrive à TV5, vous avez suivi vendredi dernier, invité Afrique de TV5 Monde, il dit que lui, il est l'élu que Dieu a envoyé pour libérer le Cameroun. On a carrément quitté le domaine dans lequel il opère souvent. On est là, nous sommes sur le champ politique. Voilà. Il a lui-même dépolarisé ce que nous pensions être une violence pour se mettre dans le champ politique et dans le champ de la déstabilisation politique. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Nous devons être très vigilants, nous devons prendre ces choses-là avec beaucoup de pincettes, parce qu'il y a un jeu trouble qui finit par nous mettre nous tous dans la confusion. Il y a un jeu trouble qui finit par nous mettre nous tous dans la confusion. Pierre Blériot Niamek, le professeur Ouanangini, ne comprend pas ces condamnations des actes de violence, de torture à géométrie variable. Il interpelle les organisations de défense des droits de l'homme qui ont gardé le silence face à l'assassinat brutal et sauvage de l'adjointe au maire de Bamenda, une dame qui ne demandait qu'à vivre. Ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir si certaines organisations de défense des droits de l'homme ont toujours une crédibilité. Parfait, ici, je vais vous décevoir. Je ne suis pas d'accord avec le professeur Ouanangini. Ah bon? Vous savez, j'ai un grand frère qui est dans la gendarmerie, il est colonel. Il me disait que les médecins colonels, à l'époque, donnait trop de permissions pour maladie, repos maladie à des militaires. Il paraît qu'il avait des backsheets, des gens allaient lui donner de l'argent derrière. Alors, son chef l'a interpellé pour lui dire que non, mais vous signez trop de repos maladie. Alors, le colonel médecin a dit que lui n'a pas un doulouromètre. Si un militaire lui dit qu'il a mal, lui, il va croire que le militaire a mal. Non, je veux prendre l'expression, le mot n'existe pas, c'est un néologisme. Dans l'espace public parfait, à chacun son doulouromètre. Ouanangini lui-même a son doulouromètre. Nous ne sommes pas obligés d'avoir les mêmes douleurs. Nous sommes déjà gâtés. Ce n'est plus un monde normal. Parce que si tu pleures au deuil de ton adversaire, c'est comme si tu lui donnais des points. D'accord? Je vois donc que les gens comprennent pourquoi moi je n'étais pas obligé de pleurer au deuil de Longuet. C'est-à-dire que si on tape Longuet,
Je suis pas obligé de pleurer. Mais là, tout le monde t'a condamné. Mais je m'en fous, c'est pour ça que moi, j'ai mon douloureux maître. Quand on tue cette femme, les autres, ça leur fait pas mal. Ça fait pas mal à Valsero, n'est-ce pas? Ça lui fait pas mal. Donc, il a son appareil de douleur. C'est-à-dire, on déchiquette une femme. Il y a fort. Non, la dernière, si. L'adjointe au maire. Oui, tout à fait. Moi, elle revenait de la projection. Moi, je ne suis pas du RDPC. Mais est-ce qu'on doit tuer les gens du RDPC? Non. Non. On tue donc quelqu'un parce qu'il est du RDPC. Et ceux qui sont contre le RDPC n'ont pas mal. Mais quand on tape un peu, quelqu'un comme ça, on met les pieds un peu comme ça, on te tape un peu. Il faut que le monde entier ait mal. Pourquoi? Désormais, à chacun son douloureux maître. Quand on tape les gens que vous aimez, vous pleurez. On tape les gens que j'aime, je pleure. On tape les gens que je n'aime pas, je ne pleure pas. Que ce soit clair. Il n'y a pas à partager votre douleur. D'ailleurs, dans nos quartiers aujourd'hui, vous avez votre deuil, quelqu'un a sa fête. Si vous ne m'avez pas annoncé votre deuil, pourquoi je dois annuler ma fête parce que vous avez deuil chez vous? Je veux monter le degré de décrépitude morale auquel nous sommes parvenus. Les gens ont une indignation sélective. Ils s'indignent par calcul. Et ils veulent imposer à tout le monde de s'indigner quand eux, ils s'indignent. Mais quand il y a une douleur, un acte ignoble qui est posé, on pose sur cet acte un regard politique et partisan. Oui, tout à fait. Le roi Oda s'est incliné sur la dépouille de la femme qu'on vient d'assassiner. Rien du tout. Il a fait une sortie. Pas du tout. Mais vous voulez donc, vous voulez même dicter l'empathie aux gens, pourquoi? Chacun. Est-ce que dans la vie réelle, tu n'es pas content de voir certaines personnes mourir souvent? Moi, je ne suis pas que la télé. Il y a des voisins, tu vois, tu entends qu'il est mort, tu dis sauvé. Oui, tu dis que vraiment le type, c'est. Comme il est mort là, j'espère qu'il ne va pas revenir. Très bien. Voilà. Et il y a Roger qui veut ajouter un petit mot en une minute. Tout à fait. J'avais vécu une histoire de quelqu'un qui était dans le quartier, en train de boire, consommer dans une buvette. Et il a entendu un bruit fort qui relatait un choc. Et le véhicule venait de cogner un enfant. Et en buvant sa tantôt, il a dit « Chouï, donne-lui !» Enfin, je mets entre guillemets cette expression au quartier. Il est en train de boire. Il est en train de boire. Et un véhicule vient de percuter un enfant. Alors, il s'exclame très fort en disant « Chouï !» On est venu lui dire que c'est son propre enfant qui vient d'être renversé par la voiture. Son propre enfant. Il a retiré il s'est mis à pleurer. Ah, d'accord. Il faut faire attention. Et il parlait tout à l'heure du dédain d'une certaine... Parce qu'il y a même des médias qui n'ont pas... Bien sûr, on connaît le positionnement de chacun. Certains ont sur la situation de la pauvre dame. C'est le même dédain que certains compatriotes ont sur la situation du sous-préfet d'Eda Bato. Tout à fait. Qui a été enlevé. C'est une autorité. Tout à fait. Et cette autorité est là parce qu'elle travaille pour le maillage sécuritaire du pays. Parce qu'un sous-préfet est un homme commis dans un poste frontière comme celui-là pour préserver l'intégrité du territoire. Tout à fait. Quand Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga se battait pour préserver l'intégrité du Zaïre, les gens se moquaient de lui, on lui racontait des histoires. Mais aujourd'hui, le Zaïre est complètement laminé. La guerre du Kivu, elle dure combien d'années, malgré la présence des Nations Unies? La plupart des richesses de cette partie du pays sont pillées et ont construit la prospérité d'un autre grand pays qui se trouve là à côté. Donc j'ai envie de dire que si nous refusons de penser que ce pays-ci, nous l'avons en commun, même ceux-là qui se réjouissent là, si vous laissez qu'on tue les gens, mais vous n'allez trouver personne à gouverner. Ils vont trouver pas. Enfin, je veux quand même que tu retiennes. Et en fait, ceux qui arrivent là, la construction du chaos n'épargne personne. Les maîtres, les chantres de la Révolution française ont été décapités eux-mêmes par la Révolution. Et n'ont pas été épargnés. Parce que quand la bourrasque arrive, elle ne choisit personne. Pas de Dieu. Elle ne trie pas le parti politique. Elle ne choisit pas la couleur de la peau. La bourrasque, elle casse tout. Et nous devons faire attention pendant qu'il y a encore temps. Merci Roger.
d'abord parfait. Hein? C'est une affaire d'homonyme. Oui, je pense qu'il convient d'aller au-delà des simples dénonciations. Oui. Il faut accuser aussi ces actes qui, pour ma part, relèvent de l'immoralité. L'immoralité publique. Il faut comprendre que nous devons combattre, nous devons débattre, mais nous ne devons pas combattre. C'est clair. Il faut qu'il y ait un fonds républicain à chaque fois qu'il s'agisse d'un problème qui concerne l'intégrité de notre territoire, la sécurité des personnes et des biens. Alors, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, un crime qui devient sélectif est un mauvais crime. À partir du moment où nous sommes en République et nous militons chacun en fonction de ses sensibilités, de ses convictions politiques, mais cela ne nous épargne pas du vécu quotidien dans une société que nous souhaitons tous homogène sur le principe de la nation. Très bien. Donc il est important de comprendre que les combattants de je ne sais trop quoi devraient savoir que leur façon de militer pour des combats absurdes comme cela, c'est obsolète, c'est désuète, et cela n'a rien à voir avec les démocraties modernes, celles que le président Paul Biya nous a souhaité aujourd'hui. Avoir une démocratie où on peut débattre sur nos idées, aller aux élections, et lorsque les autres sont vaincus, vous les félicitez et vous continuez de chercher le moment où vous viendrez au pouvoir. Cela ne nous demande pas d'être en complicité avec des malfrats, avec des bandits, avec des gens qui ôtent la vie, qui décident de qui doit vivre et de qui doit mourir et à quel moment cela doit se faire. Et comment on doit le tuer. Et je pense qu'il est important pour les noms que vous avez cités, les plus célèbres parmi ces gens-là, de tout faire pour leur propre crédibilité, de condamner cet acte-là et d'aller au-delà de la condamnation, peut-être de donner les noms de ceux qui, si jamais ils sont au courant de ce qu'ils ont fait. Mais également, nous invitons nos forces de sécurité et de défense à multiplier, à renforcer les mécanismes de sécurité. Parce que vous savez, une zone comme Bamenda est une zone qui a connu des difficultés d'ordre sécuritaire. Il n'est pas question de relâcher. Pas du tout. Il n'est pas question de relâcher. Blériot, en quelques secondes. Oui, parfait. Moi, je voulais passer un message. Il y a plein de gens qui aiment attirer souvent notre attention lorsque les gens de leur bord sont en difficulté. Ils n'ont pas attiré mon attention sur le cas précis. Arrêtez de me déranger. J'ai dit clairement que chacun a désormais son doulouromètre. Ce qui te fait mal ne me fait pas forcément mal. Donc c'est quand j'ai mal que je pleure. Si tu as mal, tu es libre de pleurer pour toi-même. Parce qu'on va pas aller vers un État qui devient une sauvagerie. Maintenant, à l'endroit du RDPC, je dis quand même que faisons un peu attention. Faisons un peu attention. Je crois que vous-même, vous n'êtes pas assez bien conscient de la situation du Nozo. Vous pouvez éviter à ces populations ce genre de choses. Vous pouvez, vous le RDPC, je ne parle pas de la... Parce que vous donnez un surcroît de travail aux forces de l'ordre. Merci, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme quotidien Espace Miné. À tout de suite pour la suite. Sa parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin m'a fait pouffer de rire, mais elle est légèrement triste. Le monsieur qui est venu me voir, c'est un père d'enfant qui a travaillé dans une structure comme gardien d'abord. Ensuite, a commencé à faire d'autres petits travaux. On a même amélioré son salaire. Il se trouve qu'il y a 1 an et demi, il a été abusivement licencié par son patron. Il a revendiqué son argent pendant 1 an et demi. Il y a 3 mois, le patron lui a envoyé 100 000. Il ne sait pas ce que les 100 000... Il me dit ne pas savoir ce que les 100 000 représentaient après avoir travaillé 6 ans dans cette boîte. Il y a donc 2 mois, il est allé laisser tous ses enfants chez le patron.
Donc, quand il est venu me voir hier, ses enfants avaient déjà passé 2 mois chez le patron, chez son ex-patron. Et il me demandait ce qu'il doit faire. Je lui ai demandé aussi, pourquoi tu n'es pas allé rester toi-même? C'est les enfants que tu es allé laisser. Bon, nous n'avons aucune nouvelle des enfants en question. Parce que moi, je voulais vraiment avoir de leurs nouvelles, parce que on ne sait jamais. Nous n'avons pas de leurs nouvelles. Bon, il m'a dit que le patron suit souvent Espace Miné. Pourquoi je dis non? Que le patron qui sait qu'il a les enfants de monsieur, qu'il sache que nous sommes déjà au courant. Nous pourrons donner les noms par la suite, mais pour le moment, bon, je vais faire mon analyse après, mais voilà, un homme aux abois finit par aller abandonner sa famille chez son bourreau. Bon, entre-temps, le monsieur, il est marié. Oui, pourquoi il n'a pas également laissé sa femme chez le patron? Bon, ça c'est... Non. Je lui ai posé ce genre de questions. Comment est-ce que les... Bon, on va analyser. Alors, entre-temps également, le monsieur, il t'a comme dit à peu près combien il revendiquerait? Non, il m'a dit qu'il fallait que le patron, lui n'est pas très intellectuel, que le patron calcule ses droits et lui dise ce qu'il va lui payer. D'accord. Bon, il ne comprend pas, après avoir revendiqué plus d'1 an et demi, on lui donne 100 000. Mais que ça, bon, 100 000, ça représente un montant qui a été enlevé de quel autre montant total? C'est la compte. Pourquoi on l'a licencié? C'est abusivement. Hein. Il m'a dit un matin, un licenciement abusif. Oui, un matin, le patron lui a dit qu'il ne voulait plus qu'il travaille là. Simplement. Les Camerounaiseries. Oui. Parfait Onguéné, voilà donc un père de famille qui n'en peut plus et il est obligé d'aller abandonner ses enfants chez le patron. Et ce patron, depuis 2 mois, qui a ses enfants là-bas, lui-même ne fait aucun signe. Est-ce que c'est rassurant? C'est une affaire rocambolesque. Vous savez, lorsque nous pouvons asseoir une analyse tant sur le fond ou sur la forme, on peut s'interroger sur plusieurs pans. Déjà, il y a un segment qui nous intrigue, c'est de comprendre comment un vigile. Vous êtes recruté en tant que vigile, ça veut dire que vous avez un contrat en tant que vigile. En principe. Et généralement, les vigiles appartiennent à des sociétés de gardiennage. Bon, on ne sait pas si c'était une société de gardiennage, parce qu'il y a 2 formes de vigiles, hein. 2 formes de gardiens, comme on appelle vulgairement. Voilà, il a dit, Blaireau a dit gardien. Donc on peut prendre quelqu'un comme ça, qui est gardien, il n'est pas dans une, comment on appelle ça, un service de gardiennage. Donc on a signé le contrat avec une personne physique et non avec une personne morale. Voilà. À partir de ce moment, on peut également s'interroger sur l'évolution de ce monsieur dans le champ compétentiel qui a été le sien, c'est-à-dire qu'il part des gardiens pour faire d'autres services qui n'ont pas été relevés tout à l'heure. C'était quoi ces services? Est-ce que il n'y avait pas un contrat de travail? Et s'il n'y avait pas un contrat de travail, ça suppose tout simplement que il y avait lieu pour le chef de le balader comme il le voulait. Ça peut aussi justifier le fait qu'il soit parti de là tel qu'il est arrivé, c'est-à-dire qu'on vous a engagé un matin et puis on vous relève de vos fonctions un autre matin. Ça arrive lorsque vous signez des contrats intitulés personnels, c'est-à-dire que cela relève des émotions des uns et des autres. Autre chose qu'on peut soupçonner ici, c'est un degré de complicité outrageant même parfois entre le monsieur et son patron. Comment on vous licencie et vous prenez sur vous d'aller laisser les enfants chez votre patron? Et les enfants vivent là-bas depuis 2 mois. Les enfants vivent là-bas depuis 2 mois. Les enfants même ne se posent pas la question de savoir ce qu'ils font là, pourquoi ils ne rentrent pas. Le monsieur lui-même, et on peut savoir comment il fait pour aller mettre les enfants. Est-ce qu'il n'y avait pas est-ce que le portail n'était-il pas fermé? Est-ce qu'il y a des sous-entendus dans cette affaire? Oui, il y a des sous-entendus. Je pense que le monsieur n'a pas tout dit à Blaireau. Et je pense qu'il y a beaucoup d'intimité entre les 2 hommes. Et ces intimités font de ce que certainement il y a des motifs de chantage qui font qu'ils en arrivent à ce niveau-là. Ce n'est pas un problème de droit. On ne peut pas les régler, d'autant plus que le monsieur ne s'est pas rendu à la justice pour aller revendiquer ses droits en justice. Vous voyez, il contacte plutôt Blaireau pour surfer en réalité sur le champ émotionnel de son patron. Il dit d'ailleurs que son patron est un fidèle téléspectateur d'Espace Miné. L'espace Miné, ça veut dire qu'il connaît même à un moment donné les divertissements de son patron. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez même dire? Je parlais de la complicité. Donc, il connaît même ce que son patron affectionne le plus, ce qu'il adore. Il
Il pourrait même dire à Bill les mecs quels sont les restaurants qu'il fréquente et quels sont les mecs qu'il consomme dans ces restaurants. Peut-être son style de femme. Peut-être son style de femme. Ou son style d'homme. Bon, je n'irai pas. Bill, vous savez, vous avez une telle facilité de dire certaines choses qui ne nous engagent certainement pas. Mais je peux simplement soupçonner qu'il y a beaucoup de complicité entre les deux hommes et je veux leur dire, allez là où votre histoire a commencé, allez la régler à ce niveau-là. C'est-à-dire que là où vous vous êtes rencontrés le premier jour, allez également à ce niveau, demander à ce monsieur de vous retrouver là et régler ce problème à l'amiable. Parce qu'il est un problème de famille. Plus un problème de famille qu'un problème de droit, plus un problème de conscience qu'un problème moral. Merci, parfait, Ongene, Roger Kiekdikiki. Parfait pense que cette affaire-là ne nous concerne pas trop. Et il a démontré pourquoi ça ne nous concerne pas trop. C'est plus une affaire familiale qu'une affaire de droit. Vous partagez cet avis aussi? Non, cette affaire peut nous concerner. Vous savez, la détresse, c'est quelque chose. Quand vous n'avez pas vu un homme en détresse, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous-même, vous n'avez pas savoir ce qu'il peut faire. Parce que le type, il est en détresse. C'est un chef de famille et forcément qu'il avait organisé sa vie autour de ce petit revenu qui était le sien. Et toutefois qu'il est déséquilibré là, si les 100 000 francs qu'il reçoit, je ne sais pas combien, ne sont pas là, il ne peut pas tenir sa maison, il ne peut pas tenir sa famille, il ne peut pas tenir ses engagements. Pour rigoler, à la radio, un jour, il m'est arrivé ce qui vous arrive souvent. Eneo il y a eu une surtension qui a bousillé à la fois mes appareils et le réfrigérateur. Et j'avais, à la fin du mois, c'était une semaine et demie après la fin du mois, on avait fait le grand marché du mois, comme on le fait souvent. Il y avait des vivres dans le congélateur, la viande, poisson, etc. Et tout cela devait pourrir. J'ai dit à la radio, ça c'est pour rigoler aussi, pour titiller, pour taquiner, je leur ai dit aux responsables de Néo, vous me connaissez, non? Je vais venir à l'agence de la Sonnelle centrale avec ces nourritures, ces aliments décomposés, et je vais vous laisser mes enfants pour que vous puissiez les nourrir. Bon, j'ai fait. Et évidemment, on m'avait appelé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'est-ce qui s'est passé, et on a envoyé des gens venir régler ce problème d'électricité. Et on vous dira, parce par exemple, vous appelez Roger qui oui, bon, ils vous ont dit que quelquefois, quand vous avez les factures de ces appareils, vous pouvez venir, mais c'est des procédures qui vont prendre du temps. C'est pas sûr. Mais franchement, je suis moi, et j'avais dit ça pour rigoler. Ce monsieur-là était en détresse, et il a perdu la raison. La détresse peut vous rendre toc-toc, entre guillemets, comme on dit, ou fou. Vous pouvez déconner et perdre la raison. Et je crois que il a déconné, il a perdu la raison, il a laissé ses enfants. Maintenant, on se rend bien compte que le patron a privatisé. Oui, parce qu'il y a cet aspect. C'est-à-dire qu'un monsieur qui est en détresse, il vient vous abandonner ses enfants. En fait, c'est une forme de pression. Oui, pour vous dire, regardez, sur vous. Voici ma charge. Ça fait 2 mois. Les enfants sont effectivement chez ce patron. Le patron ne bouge pas. Est-ce que ça peut pas nous amener quand même à nous poser des questions? Parce que parfois, on se les posé tout à l'heure. Forcément, le patron a converti ses enfants-là à faire des petits travaux. Ils sont à faire le ménage, la corvée et d'autres choses. C'est fort possible. J'espère qu'ils n'iront pas à autre chose. Tout est possible. On ne joue pas avec ses enfants, on ne les laisse pas n'importe où. Surtout avec ces temps qui courent. Oui, avec ces temps qui courent. Donc, en réalité, et lui-même vient voir Blériot parce que son plan n'a pas fonctionné. Il pensait que le monsieur allait être... Que doit encore faire le Alors monsieur? Là maintenant, il parlait d'aller au tribunal. Le monsieur veut Ce vigile n'a pas les capacités de saisir un tribunal. Il n'a même pas les moyens forcément de se payer un avocat. Et puis il sait qui est son patron, l'usure que la procédure pourrait connaître. Je pense que ceux qui suivent cette émission, et si le monsieur ne suit, des gens peuvent faire un lobbying, un plaidoyer pour lui dire, regardez ce monsieur, il n'arrive plus à nourrir ses enfants et il vous les a remis parce qu'il est en détresse. S'il y a moyen de lui trouver, même la dette est quérable. S'il peut trouver à son employé... Est-ce que c'est une dette? C'est une dette sociale, quoi. C'est un salaire qui n'a pas... Ce sont des arriérés. C'est une dette sociale, non? C'est-à-dire que si ce gars a travaillé, même s'il n'avait pas de contrat de travail,
de manière tacite, on lui a donné du boulot. Le contrat peut mettre verbal. Oui, surtout le contrat de travail. Voilà. Synalagmatique, comme ils disent les juristes. Pendant 6 Vous mois. lui avez donné du boulot et vous l'avez vu travailler. Voilà. Il faut que monsieur le patron regarde de près la situation de... Et j'espère qu'il a bien traité les enfants. Et là, il a compris que son collaborateur avait vraiment une charge ou avait des charges. Qu'il regarde de très près cette situation qui est une situation de détresse. C'est compris. Pierre Blériot, Niamek, nous allons poser cette question ce matin encore. Pourquoi certains patrons ont un cœur, je vais parler comme au quartier, aussi dur? On vous dit que ce monsieur était gardien, par la suite il a commencé à avoir des petits autres postes dans cette structure. Je suppose que son salaire n'est pas très loin de celui d'un catéchiste. Et vous le licenciez de manière abusive. Et depuis 1 an et demi, vous ne lui avez pas payé ses droits. Pourquoi certains patrons sont aussi, pour ne pas utiliser un mot trop compliqué, trop dur, pourquoi certains patrons sont aussi compliqués? Non, chacun a son douloureux maître. Ce qui vous fait mal ne lui fait C'est ta réponse maintenant, pas mal. Voilà, ce qui vous fait mal ne lui fait pas mal. Vous savez, l'empathie, c'est une faculté qui appartient aux vrais hommes. Il y a des hommes qui sont sans empathie. Mais le monsieur également est sans empathie. Le gardien. Pour aller laisser ses enfants. Oui, pas faire ici. Les enfants, c'est pas un jouet. Et je le lui ai fait savoir. Je lui ai même dit que c'est pour cela que sa cause, je n'allais pas beaucoup la défendre. Il pouvait menacer de le faire et venir me voir. Oui. Mais je lui ai dit, mais attends, les enfants ne sont pas une monnaie de change. Oui. En une nuit seulement, on peut te bousiller les enfants. Ah, on peut te les détourner. En une nuit. Mais lui parlait là et puis il était normal, quoi. Il est même rentré chez lui. Je ne sais pas. Tu ne sais pas si tes enfants ont mangé. Ah, ici, tu ne sais pas pas ce manger. qu'on leur a fait là-bas. Si on m'annonce même que quelqu'un s'est enfermé avec mes enfants quelque part. Surtout en ces temps-ci. En ces temps-ci. Parce qu'il y a 30 ans, ça pourrait encore être... Voilà. Donc, j'ai trouvé que ce monsieur, bon, je ne veux pas en dire plus, qu'il était amoral, pas immoral. Il n'avait pas particulièrement de conscience morale. Parce que lui, il s'est dit, je vais faire la pression. Maintenant, le patron a dit, d'accord, si c'est la pression, moi je reste avec les enfants. Je prends les enfants. Je prends les enfants. Pour combien de temps? Peut-être le patron, lui, il a même décidé que désormais, ce sont ses enfants. Il va même les amener au village. Pour passer. Il va aller cultiver les champs là-bas. Ici même l'émission, il nous dit que non, les enfants sont déjà ici. C'est pas moi qui les ai fait venir. Peut-être que le patron a même fait faire un constat d'huissier pour... les juristes appellent ça délaissement d'incapable. Ce que le monsieur a fait là, c'est un délaissement d'incapable. Donc, un acte volontaire. Hein? Un acte volontaire. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et la loi est irresponsable. Et c'est très irresponsable. Il peut être poursuivi pour cela. Parce que le patron n'a même pas la charge du tutorat sur ses enfants. Ils n'ont pas de lien. Voilà, ils n'ont aucun lien pour qu'il la lui laisse. Maintenant, ce patron-là, pour sortir, je ne sais pas si ce sont des organisations mystiques qui endurcissent vos cœurs comme ça. Sachez que vous avez le même Dieu que les pauvres et autres. Vous êtes sûr qu'on a le même Dieu? Oui, qui nous a créés. À la fin. C'est-à-dire, quand d'autres ont leur Dieu, quelqu'un a travaillé pour toi, même si vous vous êtes mal séparés, son Dieu, c'est son Dieu. Tout à fait. Libère-le. Pourquoi vous ne voulez même pas souvent que les séparations soient bonnes? C'est-à-dire que ton ex-employé soit chez lui en disant que parmi mes employés, quand même, voici le meilleur. Voilà, le meilleur de tous les employés que j'ai eu. Bon, moi, je ne connais pas encore le meilleur de tous les patrons que j'ai eu. Et il y en a qui connaissent. Ne mettons pas les sentiments. Ne mettons pas des sentiments dans ce qu'on appelle le capitalisme. Vous savez, une entreprise, ça veut dire faire des profits. Et parfois, il s'agit de faire des profits au-delà du caractère sentimental. Oui, je n'ai pas de sentiments. Non, il n'y a pas de sentiment. Voilà. Le Dieu de quelqu'un, ce n'est pas un sentiment. Non, je ne parle pas votre Dieu. Je ne parle pas du Dieu. C'est-à-dire que je vous parle là de la reine des affaires. C'est-à-dire que quand vous y êtes, vous devez savoir que chacun cherche
à gagner sur l'autre. Non, vraiment, un gardien n'est pas c'est même une théorie dans la relation un gardien n'est pas d'accord. Il faut s'accroître au détriment des autres. Mais c'est pas ce qu'on va prôner. C'est pour vous dire qu'en réalité, le patron ne doit pas lui donner son argent. Non, mais la difficulté ici, c'est que le monsieur ne sait même pas combien le patron non, c'est au patron de savoir ce qu'il lui doit. Ce n'est pas à l'employé de calculer ses droits. Ça aussi, il faut le dire. Non, moi, je dis que si j'avais même été, si j'ai un patron qui me doit de l'argent, moi, je ne viendrais pas te donner mes enfants. Bon, moi, je ne sais pas quel est le patron qui va me devoir l'argent. Mais si moi aussi, je pouvais avoir un patron qui me doit de l'argent, je ne viens pas te donner mes enfants. Je te demande mon argent. Averti, c'est quoi? Oui, si tu ne me donnes pas mon argent, moi-même, je viens habiter chez toi. C'est tout. Pas mes enfants que j'envoie. Merci. C'est moi-même qui viens habiter. Merci. Voilà la bonne solution. Merci. Nous allons quand même nous poser la question. Blériot a commencé à le dire tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi certains patrons, et ils se reconnaissent lorsqu'ils regardent cette émission, il y en a qui regardent. Pourquoi, lorsque cela se sépare de son employé, il faut toujours que la séparation soit violente, qu'elle soit barbare, qu'elle soit sauvage. Qui a même dit ça? Mais vous pouvez avoir un employé, vous vous séparez calmement. Vous pouvez vous revoir en route un jour, vous vous dites bonjour. Vous pouvez vous rencontrer en Chine un jour, vous prenez du café. Ainsi de... Mais il y a une race de patrons dans ce Cameroun. À chaque fois qu'il s'est séparé d'un employé, il se rassure que l'employé là doit mourir. Une fois qu'il s'est séparé de cet employé-là. Tant qu'il n'est pas sûr que l'employé-là est mort, il n'est pas tranquille. Mais c'est la méchanceté. Vous savez pourquoi? C'est le cynisme. C'est même la sorcellerie. Et vous savez pourquoi, parfait? Non. C'est parce que ces employés vont souvent au-delà du cadre purement professionnel. Pas toujours. Développer des relations particulières avec ses patrons. Pas toujours. Parce qu'un patron qui se comporte comme ça se laisse emporter par les émotions. Et les émotions interviennent souvent lorsqu'on a eu des relations particulières avec quelqu'un. Vous savez, quand on reste purement et strictement professionnel, il n'y a rien qui puisse... professionnel. Oui, Roger Dieng. Oui, mais Blériot pose une bonne question. Est-ce qu'ils sont professionnels? Le capitalisme, ce n'est pas forcément le cynisme ou l'esclavagisme. Pas du tout. Parce que le capital tient compte aussi des ouvriers, des employés qui doivent travailler. S'ils ne sont pas bien traités, s'ils ne sont pas en santé... Vous avez lu Karl Marx? Mais ce sont des doctrines. Le marxisme? Bien sûr, mais Marx est je crois que aujourd'hui, justement, c'est pour lui dire que ce qu'il dit... mais non, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on veut être manager, digne de son nom, on se forme aussi. Il n'y a pas de management sans visage humain. Parce qu'en réalité, ce sont... Est-ce qu'il y a même l'humanisme ici? Paye l'argent de quelqu'un, est-ce qu'il faut être humain? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin... Il faut payer. C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'on a demandé de l'État? Et d'ailleurs, même quand on va au tribunal, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a toujours la phase de conciliation pour le travail. Il y a toujours la phase de conciliation qui précède la non-conciliation. Très bien. Quand il y a non-conciliation, il faut payer. C'est-à-dire que quelqu'un vient laisser ses enfants parce qu'il est en détresse. Vous savez qu'il a travaillé chez vous. Vous lui avez donné du boulot et vous ne lui payez pas ses sous. Ça, c'est du capitalisme, ça. C'est un mauvais capitalisme. C'est un capitalisme sorcier. C'est un mauvais capitalisme. C'est ça. On va lire quelques messages. Hein. Bonjour Perfecto et au panel. Et là, nous sommes au plus 39. Hein. C'est l'Italie. Blériot, je n'ai vraiment pas vu en quoi la sagesse du jour concernait le RDPciste du plateau. Parfait. Je me pose une question. Vous croyez vraiment que les combattants ambazouniens au Nozo peuvent encore atteindre 200 aujourd'hui? Moi pas. Nos FMO doivent faire le nécessaire pour éradiquer cette menace. La galère peut rendre fou. Dites à ce monsieur d'aller récupérer ses enfants, les laisser à sa femme et investir lui-même le domicile de l'ancien patron. C'est Ndobo de Ferrara. Merci. Hein. Autre message ce jour. Bonjour. Alors, bonjour aux illustres démineurs. Ce monsieur est très imprudent en laissant toute sa progéniture à un inconscient patron. Ce patron, en nourrissant ses enfants, peut faire d'eux ses objets de commerce ou de plaisir de tout genre. Il manquait sa femme et lui-même. Que ce genre de patron sache que ses salaires crieront vengeance dans leur gros ventre. Oh là là. Le reste là, ce sont des insultes bizarres. Et comme nous sommes en télévision, je saute.
Bonjour à vous sur le plateau. C'est une histoire vraiment rocambolesque. J'ai comme l'impression que ces enfants sont encore très petits. Ils ne peuvent raisonner. C'est pour cela qu'ils sont encore chez le patron. Parfait, toi aussi, tu peux prendre le temps, comme les autres, de faire ton analyse. Ça peut aider. C'est Fernand Lep de Kondengui. Ma posture de modérateur est légèrement limitée à ce niveau, hein. Alors, prenons une autre préoccupation. Bonjour à vous. Vous êtes tous très beaux ce matin. Je suis fasciné par les analyses de Monsieur Parfait Ongeni. Très intelligent. Monsieur Blériot, votre coiffure vous va très bien. C'est Gaël Olama depuis Bastos. Gaël avec 2 LE. Oui, 2 LE. D'accord, merci. 2 LE. Gaël Olama. Depuis Bastos. Elle ressemble à une Gaëlle que j'avais connue, hein. Vous avez combien d'enfants avec la Gaëlle que vous avez connue? J'ai dit que... Un chef ne donne pas le nom, son nom. Voilà, Je merci. dis pas le Merci nom, Parfait, mais avec oui. Gaël. Blériot, voilà un message important. Bonjour Perfecto et à Blériot et à tout votre panel. Bon, je vais lire comme c'est écrit, hein. Ngoro, sac de modérateur, sac de consultant. Je sais pas ce que ça veut dire. Par rapport à la dénonciation du jour, et le patron et le gardien qui abandonne ses enfants, franchement, la morale a foutu le camp, cher gardien. L'école est bien. Les patrons d'aujourd'hui, les malhonnêtes, pour entendre après Ngoro, tu sais à qui tu as affaire. Le monsieur du RDPC s'acharne sur le gardien parce qu'il a l'impression que le patron en question est un camarade politique. Patron du RDPC. Si quelqu'un tente un peu de vous retirer d'Info TV ou d'Espace Mini, je retire cette chaîne de mon bouquet canal. Merci pour votre travail. C'est Christian Dawai Concorde qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour Monsieur Parfait ici. Une grande société de transport de la place nous tire souvent à 3 mois sans salaire. C'est Monsieur Ndongo. Malheureusement, vous ne m'avez pas donné le nom de cette grande société de transport de la place. Hein. J'allais donner le nom de cette société. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour à toi, Parfait. Le pur produit d'Ernest Obama. Vous voulez rigoler? Lis d'abord. Vous voulez rigoler? Lis d'abord. Je suis moi seul mon propre produit. Non, lis d'abord. Moi, je veux pas. Je suis la ce n'est pas important. Non, lis. Parce que tu vois, il y a des intrigues. Lis d'abord. Un bonjour spécial au Souléono Yolo de la consultation. Un bonjour très spécial aux militants égarés à Yopiste. Bon, tu vois, quand je te disais de lire, quand tu fais les comparaisons comme ça, toi-même tu ne vois pas. Soulé a mes photos dans sa chambre, non? Je suis moi-même mon propre produit. La preuve en est que quand vous me voyez faire, vous avez vu qui fait comme moi. Je suis moi-même mon propre produit. Je ne ressemble à personne dans ce métier. Personne. Bonjour mes frères, s'il vous plaît, faites un débat pour la réinsertion sociale et le désengorgement des prisons. J'ai un projet qui peut t'aider. L'État a réussi à ce niveau. Merci et beaucoup de courage. L'État a réussi à ce niveau? Il veut aider l'État à réussir, je ne sais pas. J'ai un projet qui peut t'aider. Qui peut aider? Qui peut, parce qu'ils écrivent mal. Parce qu'ils disent qui peut aider l'État. Quand il n'y a pas les ponctuations, ça peut avoir des problèmes de contresens. Tout à fait. Et en fait, c'est vous qui avez bien compris. Il voulait dire qu'il peut aider l'État à ce niveau. D'accord. Alors, autre message ce jour. Bonjour le panel. Le gouvernement doit revoir les conditions de travail au Cameroun. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est Alex depuis Bepanda qui envoie le message. Les patrons trimballent les employés comme ils veulent. Je crois que le gouvernement doit revoir les salaires. Vous êtes même là pour revoir les salaires. On vous dit même d'abord que ceux qui sont bas ne sont même pas payés. Alors, bonjour au mangarque de la modération. Voilà, tu vois, chacun a sa part. Et bonjour au douloureux maître de la consultation. Blériot, Anne Balbidou. Pour
vous qui nous regardez au Bangladesh, ça veut dire que Blériot, c'est le remède des souris. En passant, Blériot a dit la semaine dernière qu'il allait apporter son soutien à son ami, qui est par ailleurs votre jumeau de la modération. J'espère que Blériot a suivi la dernière sortie de cet ami qui a dit il faut que les gens cessent de penser que Maroua, Garoua, Ngaoundéré c'est l'enfer, c'est le Cameroun et moi j'aime mon pays. Et vous dites que c'est mon frère jumeau de la modération? J'ai l'impression qu'il faut bien manger le matin. Bonjour Perfecto, un de mes anciens patrons qui fut très riche requiert constamment mon aide depuis sa chute. Heureusement qu'il fut un bon patron. C'est Ndobo. Dieu merci, lui fut un bon patron. Parce que à un moment donné, les personnes que vous avez humiliées lors de votre ascension seront les mêmes que vous retrouverez lors de votre chute. À tout de suite pour la suite. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant, on fait comme ça. Titulaire du baccalauréat GCE Advanced Level, BTS ou HND, les études selon le modèle un étudiant, une entreprise, des emplois vous intéresse. Une seule adresse, l'Université agricole et de management des métiers de la production à caractère bilingue. Formez-vous à l'Université agricole et de management des métiers de la production dans les filières suivantes qui fonctionnent depuis 11 ans. Génie agricole, génie pastoral, génie agroalimentaire, génie rural, économie rurale, sciences environnementales, énergie renouvelable, sciences bio-ingénieurs dans les options suivantes: production végétale et agriculture, production animale et élevage, transformation de la production et QSHU. L'Université agricole et de management des métiers de la production, c'est son campus moderne, connecté disposant des structures de recherche, des centres d'incubation, des enseignants issus de l'Université de Yaoundé 1, de l'IRAD et des cabinets spécialisés. Pour la rentrée académique 2024-2025, les inscriptions ont commencé et se poursuivent dans notre campus situé à Yaoundé-Goulmokong, Petit Marché Foucherolles, Nouvelle Route Stade Olembe. Infoline 696 75 78 07 673 70 67 78. L'Université agricole et de management des métiers de la production, un étudiant, une entreprise, des emplois.
Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose. Aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Merci à notre réalisateur 5G, Bitier et Bia, sans oublier son diffuseur. En ouverture ce matin, on vous parlait quand même d'un fait, et le caméraman Ondoa est énervé. Hein? On dit aussi bonjour au caméraman Ondoa ce matin. Nous parlons d'un fait, un fait important. C'est la dernière sortie du délégué général à la Sûreté nationale, Monsieur Martin Mbargangele. Pour Martin Mbargangele, l'itinéraire, la route allant de Yaoundé pour Moutenguene est en piteux état. Pour Martin Mbargangele, c'est un véritable calvaire. Pour l'heure, cette dernière sortie du DGSN fait couler beaucoup d'encre et de salive. Qu'est-ce qui peut amener un monsieur aussi réservé, aussi pondéré que le DGSN, du haut de ses 92 ans, à prendre la parole en public et condamner l'inertie du gouvernement au Cameroun? Nous allons passer la parole d'abord à Parfait Onguéné. Parfait Onguéné, de manière générale, quel est le commentaire et l'analyse que vous faites de la dernière sortie du DGSN, Martin Mbargangele? Déjà, je ne pense pas que le ministre Mbargangele dénonçait une quelconque inertie. Le ministre Mbargangele ne dénonçait pas le caractère timoré de l'action gouvernementale. Il a dit, hein, Parfait Onguéné, peut-être nous allons passer la vidéo. Il n'a certainement pas suivi. Il a dit ceci: lorsqu'il y a un remaniement, je suis en train de le paraphraser, 48, attendez un peu, 48 heures après, le président tient souvent un conseil et il donne les orientations, il donne des instructions. Et puis après, il n'y a rien. Alors quand quelqu'un dit ça, ce n'est pas ça l'inertie. C'est ça la définition. Je vous dis, en réalité, il n'a pas dénoncé l'inertie, mais plutôt le mouvement. Il n'a pas dénoncé le caractère timoré. Je crois que le ministre Mbargangele s'est certainement étonné du rythme d'implémentation des politiques publiques en matière de développement des infrastructures routières dans notre pays. Et il a pensé qu'arrivé à ce stade et depuis la nomination, que certains axes routiers devaient déjà en principe avoir connu cet embellissement recherché. Mais globalement, il faut comprendre que le secteur routier au Cameroun est un secteur qui a beaucoup progressé parce que le kilomètre, nous sommes partis d'un linéaire de moins de 10 000 km bitumés à aujourd'hui pratiquement 12 000 km. C'est-à-dire qu'en Afrique noire francophone, nous faisons partie des meilleurs. Nous sommes devant la Côte d'Ivoire. Vous êtes sérieux là? Mais bien sûr, je vous parle des statistiques et des chiffres. Maintenant, il faut comprendre qu'également à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'améliorations, tant au plan structurel qu'au plan institutionnel. Aujourd'hui, il y a des efforts qui sont consentis au niveau du ministère des Travaux publics avec la mutualisation entre le budget d'investissement public et celui du fonds routier dans la perspective
perspective de l'entretien confortatif des réseaux routiers. Mais beaucoup reste encore à faire, parmi lesquels la route que décrit le ministre Mbargangele. Alors il est tout simplement question de comprendre que les politiques publiques, moi je pense qu'il est important pour les membres du gouvernement de comprendre qu'il faudrait accélérer le processus, il faudrait aller beaucoup plus vite et travailler sur des axes de référence qui nous permettent effectivement d'enjamber certaines difficultés d'ordre infrastructurel. C'est très important de le dire. Vous voyez, nous-mêmes, le Premier ministre, chef du gouvernement, était déjà revenu il y a quelques années sur la question des routes, même au niveau de Yaoundé et de Douala, c'est-à-dire qu'une dégradation de la chaussée, une dégradation de la chaussée qui fait en sorte que nous sommes obligés non pas de nous indigner, mais d'appeler les membres du gouvernement, le cas échéant, lorsque les ressources sont disponibles, à accélérer un peu le processus, à mettre la pression aux prestataires de services pour que les prestataires, les entrepreneurs et les ingénieurs se mettent effectivement au travail pour accélérer ce processus-là. Il a raison, le ministre Mbargangele, dans son propos, je l'ai relevé, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une querelle qui pense que le président ne préside jamais les réunions. Il y en a qui disent qu'il est fatigué parce qu'il ne préside pas. Voilà la méthode BIA. C'est-à-dire que moi, j'ai également relevé la méthode BIA. C'est-à-dire que dès qu'il commet un gouvernement, il organise un conseil ministériel et le reste va au cabinet, c'est-à-dire que va à la coordination gouvernementale chez le Premier ministre du gouvernement qui, par contre, lui préside les conseils des cabinets chaque mois pour évaluer le niveau d'implémentation des politiques publiques de développement. Donc, c'est important. Il ne faut pas seulement voir ça en termes de dénonciation. Il faut également voir une sortie d'un sage qui vient ici remettre en lumière, qui vient ici jeter de la lumière, débroussailler les cheveux de tous ceux qui pensaient que le président ne travaillait pas et que le président ne maîtrisait plus le pays. Il dit voilà la méthode BIA. Et cependant, on peut tout de même avoir quelques interrogations sur l'opérationnalisation de ces politiques. C'est à ce niveau qu'il faut convoquer l'accélération en fonction des moyens disponibles parce que ça aussi c'est une réalité qu'il convient de relever ici, la disponibilité des moyens. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on veut réaliser une infrastructure routière, on recourt aux emprunts, on recourt à la dette, ainsi de suite. Parfois, il y a un temps qui passe entre le moment où on fait ce qu'on appelle le closing financier et le moment où on fait ce qu'on appelle la maturation technique du projet et l'implémentation du projet. Ça prend un peu de temps. Et vous savez, sur l'ensemble du territoire national, c'était pas possible. Mais aujourd'hui, il y a une décentralisation qui est là. Là aussi, le ministre Mbargangele fait demander, appeler l'attention des membres du gouvernement en leur disant, il y a la décentralisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi transférer ces compétences-là de manière effective pour que les axes qui concernent ce qu'on appelle la typologie des routes avaient été faites. Il y a des routes régionales, il y a des routes départementales qui reviennent sur la compétence des conseils régionaux. Il faut le faire. J'ai vu dernièrement que l'ensemble des conseils régionaux ont acquis des engins pour réaliser certains travaux en régie, un peu comme le ministère des Travaux publics même le fait déjà. Je vous assure, parfait, l'ensemble de la République sur le plan infrastructurel pour ce qui concerne des routes est en chantier partout. Mais je vous dis, le seul problème ici se trouve au Guinée. Oui. Est-ce que vous êtes passé ces derniers temps à la poste centrale, c'est-à-dire en plein cœur de Yaoundé? Oui, mais sauf que la poste centrale en plein cœur de Yaoundé relève de ce qu'on appelle l'urbanisme et de l'habitat, c'est-à-dire que ça relève des compétences du ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Il n'y a pas un ministre de ce côté. Il y a un ministre, c'est pour ça que je vous ai dit que entre le closing financier et l'implémentation après la maturation des projets, l'APS et l'APD et autres qui sont des termes techniques, moi. Non, les APD, les APS, ça ne vous intéresse pas. Je vous fais seulement comprendre que quand vous êtes au niveau de la poste, oui, il y a un plan. Et il y a des trous partout. Oui, je vous dis, c'est pas vous qui faites ce constat. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'avait déjà fait au cours d'un conseil de cabinet. Et c'est à quelques mètres de là où travaille le Premier ministre. Oui, les directives avaient déjà été données et je pense que d'ici quelques temps, vous verrez un déploiement exponentiel à l'effet d'endiguer cette situation de façon immédiate. Mais je pense que pour me résumer sur la sortie du ministre Mbargangele, elle était une sortie opportune déjà pour rappeler aux membres du gouvernement d'accélérer un peu le processus, d'aller un peu plus loin au niveau de la mise en œuvre de l'opérationnalisation des politiques publiques, mais également de rappeler aux autres que le président de la République, voilà sa méthode, mais aussi de leur dire que quand il a fait après la nomination, l'implémentation, c'est le Premier ministre du gouvernement qui coordonne l'action gouvernementale et qui met en œuvre, et le Premier ministre était déjà revenu sur ce fait, et que nous devons comprendre que la mise en œuvre n'est pas toujours facile parce qu'il y a des paramètres qui ne sont pas toujours à portée de main des membres du gouvernement, notamment la ressource financière. Et ces ressources financières prennent souvent un peu de temps pour aller la lever là où il le faut. Et je pense que
les choses, il n'y a pas lieu d'être pessimiste, il y a lieu ici de rester optimiste, et de savoir que les choses iront de façon améliorative. Je pense que lorsque parfois on a fini de parler comme ça, en principe, on devrait déjà mettre un terme à cette émission. Hein. C'est bon, ça va. Mais bon, comme il y a encore des minutes, parce qu'il est fini maintenant, je peux avoir une demande d'explication. Voilà pourquoi je vais continuer. Alors, vous arrangez un sourire parce que, effectivement, si on était à Bamenda, comme il a le macaron de son parti, quelques gars seraient aussi venus le chercher pour le gifler. Parce qu'on se serait dit, est-ce qu'il est au Cameroun? Est-ce qu'il ne vit pas? D'ailleurs, il y a eu un violent accident de la circulation entre Mbouda et Bamenda hier, à cause de la... Mauvais état de route. Oui, c'est ça. Parce que, et le ministre dont vous parlez, il était là. Bon, plus sérieusement, je vais intervenir sur deux paliers. Attends, je vous pose d'abord une question, hein, même si vous allez dire ce que vous avez déjà dans la tête. Je voudrais que vous puissiez poser une certaine analyse. Martin Barganguélé a 92 ans. Oui. Je pense que c'est important de le relever. Martin Barganguélé est le chef des renseignements. C'est aussi important de le relever. Martin Barganguélé a la parole rare et la parole réservée. Oui. Alors, selon vous, vous qui étudiez Barganguélé depuis de longues années, le journaliste politique que vous êtes, lorsqu'un monsieur comme Barganguélé sort et parle de manière aussi officielle et dénonce de manière aussi vigoureuse, est-ce que nous devons prendre cela au premier degré? Non, il faut faire attention. D'ailleurs, je vais intervenir sur deux paliers. Premièrement, M. Barganguélé, le délégué général à la Sûreté nationale, s'exprimait dans un cadre précis. Tout à fait. Et vous avez bien vu que ceux qui ont sorti publiquement cet enregistrement voulaient détourner l'objectif, détourner l'utilisation de cette sortie-là. Parce que je vous rappelle que les fuites de vidéos, d'informations autour des responsables sécuritaires, de la défense et de la sécurité, ont une orientation précise ces derniers temps. Il s'agit de déstabiliser ces responsables en charge de la sûreté de l'État et de la sécurité nationale. Il faut faire. Il s'est bien exprimé dans un cadre précis. Vous voyez l'orientation qu'on a donnée en disant Barganguélé, sentant la fin de règne, tire sur son propre système, tire sur le régime, etc. Maintenant que j'ai fini sur ce palier, l'utilisation, les fuites de documents, d'informations, de vidéos et de renseignements autour des responsables de la sécurité et de la défense, ça a à voir avec les événements autour du contre-amiral Fouda, ça a à voir avec les affaires Longuet, puisqu'à la fin, vous voyez l'utilisation qu'on fait des affaires Longuet en tentant de déstabiliser des responsables qui occupent des rôles importants dans notre système de sécurité nationale. Maintenant, ce que le ministre Barganguélé dit est patent, est clair. Tout le monde l'a vu. C'est comme le nez au milieu de la figure. Le Cameroun est une catastrophe sur le plan des infrastructures routières. Alors que nous sommes le premier pays en Afrique quand il y a eu un accident entre Samelima et Bolova, les sénateurs du Dialobo s'en sont vertement... Oui, les députés, enfin les membres du Parlement, ils étaient là-bas, ils s'en sont vertement pris à ce même membre du gouvernement. Je voudrais quand même vous dire que c'est une catastrophe. Si on veut s'en tenir rien que à l'autoroute Yaoundé-Nsimale, si on vous donne la quantité des financements mobilisés pour ce projet, et ce monsieur-là, il a un slogan intitulé « Taux d'exécution ». Taux d'avancement. Il vous dit toujours taux d'avancement, taux d'avancement. La pénétrante est de Douala, une pénétrante impénétrable. L'autoroute Yaoundé-Douala. Maintenant, vous rentrez par Bodmakak pour ressortir à Bouniébel. Et dans son discours de fin d'année, le président de la République a pris l'engagement, lui, Paul Biya, de terminer son autoroute. Il a dit que c'est pas ça l'autoroute. Il a dit qu'il va terminer l'autoroute. Ça veut dire qu'il a désavoué le Premier ministre, enfin le ministre des Travaux publics qui s'était limité à Bodmak à Bouniébel. Vous avez vu la catastrophe sur la route de Yabassi à partir de Bonépoupa. Il y a quelques semaines. La route s'est effondrée. Oui, parce qu'on a posé une nouvelle route. On a posé le bitume sur la terre, sur la boue. Et
Et quand on vous donne les coûts engagés dans ce petit tronçon ce petit tronçon qui s'est effondré, vous posez les mains sur la tête. Nous allons rappeler quand même que du côté de la Côte d'Ivoire, puisque Parfongene parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, le tronçon qui va d'Abidjan, j'oublie un peu la localité, bref, c'est 214 kilomètres. Ça a pris environ dans les 300 milliards. Maintenant, au niveau du Cameroun, nous sommes également à 200 et poussières de kilomètres. Yaoundé-Douala, nouvelle autoroute, nous serons à 1400 milliards. Nous avons le kilomètre de route le plus cher d'Afrique. Et ça, c'est le CONARoute. Ce sont les statistiques du Conseil national de la route que préside le Premier ministre chef du gouvernement. Martin Barganguélé était un très haut responsable. À la veille du coup d'État d'avril 1984, il était le patron de la police, avec le divisionnaire Brekmo. C'est-à-dire que c'est les hommes d'Aïdio, d'abord avant d'être les hommes de Biya, le divisionnaire Brekmo. C'est un patriarche. Il est un peu plus âgé que le président de la République d'ailleurs. Il s'exprime très rarement. C'est un monsieur réservé. Quand il prend la parole, parce que c'est un policier, et vous l'avez dit, un policier des renseignements. Quand il prend la parole pour s'exprimer sur une question dans un contexte comme celui-ci, il faut faire très attention. Parce qu'en réalité, le ministre qui a été cité, et je suis allé un jour en Kilizok, parce que l'ancien directeur du cabinet civil, Martin Bellingue-Boutou, inaugurait une chapelle, une basilique à cet endroit. On m'avait invité, il m'avait fait l'honneur de m'inviter. Et j'avais vu ce ministre-là en train de fermer des trous sous la pluie. Quelques heures avant le passage de Martin Bellingue-Boutou. Sous la pluie. C'est-à-dire, il est venu, il a mobilisé tout le département ministériel pour venir boucher des trous parce que le directeur du cabinet civil allait passer par là, le nonce apostolique et un certain nombre de gens. Ça fait pas sérieux. C'est ce que le politologue Onan Guini appelle la logique Potemkin, c'est-à-dire l'affichage, le replâtrage. Charles Ateba est né avant de décéder, vous disiez qu'on voyait comment ces routes-là étaient reprofilées. Vous voyez des gens avec des sacs de ciment, de la terre, des brouettes et des arrosoirs, en train de boucher des trous. Non loin de vous ici, là, et Funan Lac, on a déjà bouché ces trous combien de fois? C'est le même recommencement. C'est-à-dire que nous avons un problème de route. Et ça ressemble à une conspiration, une déstabilisation. Vous allez chuter. On ne peut pas avoir emprunté autant d'argent chez des bailleurs de fonds internationaux parce que la plus grosse dette du Cameroun, c'est chez Exim Bank China. Ouais. Pour faire des routes. Et il parlait tout à l'heure de la maturation de projets. Pendant que ce monsieur était encore au ministère de l'économie, il y a toujours eu des avenants. Des avenants parce que les projets ne sont pas maturés. La maturation des projets, on ne peut pas avoir mobilisé autant d'argent pour faire des routes et qu'on en soit à 30%, 35%, 60% de taux de réalisation. Ça ressemble à un complot. Et Barganguélé, policier de son État, a raison de dire qu'il s'agit de créditer du président Paul Biya un bilan zéro pointé au soir de la clôture de son magistère. Parce que le président a promis ses infrastructures. La route passe, le développement suit. Mais quand vous applaudissez à tout le monde en disant que ce monsieur-là, qui est un grand camarade du parti, est un champion de la mise en œuvre de la vision ou alors de l'implémentation de la vision du président, comme le dit le délégué général à la Sûreté nationale, il faut faire attention. Et je pense que si le délégué général à la Sûreté nationale a pris la liberté de faire une sortie sur cette affaire-là, c'est que forcément, des gens rendront gorge. Merci. Très bientôt. Merci Roger Kekdekiki et Pierre Blériot Nyemek. On parlait tout à l'heure là des fonds. Pour faire simple, nous parlons de l'argent. Le mauvais état de route au Cameroun, est-ce que nous n'allons donc pas finalement dire que peut-être c'est l'argent qui manque? Voilà pourquoi le ministre en charge de ce domaine au Cameroun, M. Nganou Djoumessi, est peut-être dans l'impossibilité d'abattre son travail. Est-ce qu'il y a les fonds disponibles pour arranger les routes au Cameroun? Est-ce qu'avant Nganou Djoumessi, on faisait bien les routes? Pendant Nganou Djoumessi, on ne fait pas bien les routes. Qu'est-ce qui est même bien fait? Moi, je dis, soyons un peu rigoureux.
Le DGSN a fait une sortie dans un cadre précis. Je crois que les gens l'ont filmé et ont déplacé le cadre de cette sortie. Parce que dans ses attributions, il ne lui revient pas d'apprécier le travail des autres membres du gouvernement. Absolument. Or, c'est l'impression qui est donnée parce qu'on a galvaudé le cadre de la réunion. Première chose. Deuxième chose, Nganou Djoumessi est voué aux gémonies en général. Mais on vous a expliqué ici qu'à l'intérieur de la ville, c'est Cortez, non? Que les routes de ceci, non. Quand il y a même de l'argent, la qualité du travail est si mauvaise qu'on se demande si les gens font ça exprès. J'ai observé les routes du Cameroun, au-delà de la dithyrambe de Parfait Ongede. Je prie les téléspectateurs de nous pardonner et de ne pas retenir le pamphlet de Parfait Ongede. Il ne parlait pas du Cameroun. Il parlait de la Côte d'Ivoire. Parce que Parfait Ongede a perdu la tête. Donc vraiment, ne retenez rien de ce qu'il ne parlait pas du Cameroun. Alors, j'ai regardé les routes du Cameroun, je me suis dit de deux choses l'une. Soit c'est l'opposition qui vient de nuit gâter les routes bien faites, soit c'est le RDPC qui a décidé de nous donner les routes les plus mauvaises de la planète Terre. Peut-être qu'on a confié les chantiers à l'opposition. Il est même possible. Parce que la qualité de nos... que je connais des opposants au Cameroun qui gagnent des grands marchés. Parfait. Ils sont même au gouvernement. Parfait à ici. La qualité de notre bitume, l'épaisseur de la... Non, on ne fait ça nulle part au monde. Ça n'existe pas. Bon, je ne sais pas. C'est l'une des choses les plus visibles d'un investissement, la route. Oui. Paul Biya, je t'avais déjà dit ça. La vérité, c'est que ces gars-là veulent qu'après toi, il n'y ait plus un seul signe de ton passage. Tout à fait. Il y a des routes d'Amadou Aïdjo qui existent encore. Hein. Absolument. Donc, les gens qui travaillent autour de Biya sur ces questions-là veulent qu'on ne retienne rien. C'est-à-dire, le lendemain du départ de Paul Biya, celui qui viendra là, même si c'est Ondoa, notre caméraman, il n'aura qu'à faire les routes pour qu'on oublie Paul Biya. Donc, on fait ça exprès. C'est fait avec une telle désinvolture. Maintenant, le DGSN a voyagé, il allait à Moutenguene. Et il s'est surpris que la route de Moutenguene est dans cet état. S'il avait l'habitude de voyager dans les autres zones du Cameroun, s'il allait à Ouaza, s'il allait même seulement à Ezeka ici, après Boumiebel, je crois qu'il aurait déjà eu la crise cardiaque. Bon, donc, il faut que chaque zone ait la chance que le DGSN fasse un tour là-bas pour qu'il en parle. Il devient le gardien des routes. Mais peut-être que lui, c'est pour cela qu'on dit donc qu'il nous faut des présidents jeunes et autres. Vous dites que là... En fait, c'est Laurent le bol d'un grand patriarche. Lui, il a souffert dans sa chair. Oui, c'est Laurent. Ça, c'est clair. Il parle de calvaire. Non. Ici, Yaoundé Douala, désormais, c'est 8 heures de temps. Au lieu de 3 heures. Quand vous arrivez à Edea, vous faites carrément 3 heures pour rejoindre Douala. Oui. Et lui, je suis convaincu que ces policiers avaient ouvert la route pour lui. Mais jusque-là, il a vécu le calvaire. Le DGSN, je ne vous souhaite pas de voyager sans votre police. Vous n'arriverez même pas. Si vous faites aider à Kribi, vous faites tout est pourri. Ou Douala Bafoussam par contre. Douala Bafoussam par contre. Tout est gâté. Non. Alors, il n'y a même plus rien à faire, même si on vous ajoute 5 mandats. Non. Il n'y a plus rien à faire. Non. La chose est tellement pourrie que même si on devait prendre tous les budgets, l'enjeu est de crédibiliser les politiques du président. Il n'y a même plus d'enjeu. Les gars ont réussi leur plan. Le plan était bien ourdi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui met ces gens-là, n'est-ce pas? C'est le président Paul Biya lui-même qui les met. Et le DGS indique que dès qu'il les met, il fait un conseil de ministre. Il donne les orientations. Après ça, il part où? Quand il a fait le conseil, là, le Premier ministre continue le plan. Donc, il donne donc notre pays à quelqu'un qui n'est pas élu. Il dit donc à John Bouté que bon. Exécutif et voilà donc comment gère le Cameroun. Donc, dès qu'il fait 48 heures, il fait la réunion. Il donne les orientations. Et
Lui part à Bomoka, c'est ça? Et les gens causent toujours. Il dit, on ne fait pas. Et les gens voient qu'il est parti. Et il reste alors entre eux. Venez donc voir, ils s'asseyent donc. Parce que tous ces gars qui sont nommés là, ils sont cooptés par d'autres personnes. Tout à fait. Quand vous allez parler du Minté, vous allez l'enlever que c'est vous qui l'avez mis là. N'est-ce pas? Je vous ai dit là où il était en train de colmater la route. Les gens rentrent donc maintenant. Ils commencent à faire de la sauvagerie. Non. On prend une route comme on ne peut pas. En une seconde, on met un centimètre d'asphalte sur la boue. Ça saute et les gens vont se tenir et on ne prend personne. C'est pour que les gens d'une Mayabassi voient que Biya n'a rien fait. Parfait, on ne veut absolument réagir. Il n'est pas d'accord avec les propos de Pierre Blériot. Oui, je pense que Blériot pense que je fais une scénette ici. Il pense que je suis dans une démarche dithyrambique, dans une démarche panégyrique. C'est pas vrai. Je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité, et seulement la vérité. Il y a un constat qui est clair. C'est la vétusté des équipements, des infrastructures routières. On a fait ça pour que ce soit vétuste. Oui, bon. La vie d'une route est cyclique. Oui, et ça a duré combien de temps? Et cette vie a une durée de vie également limitée. Tu peux nous donner la durée de vie par exemple? Il se trouve que nous sommes à la croisée des chemins. Plusieurs infrastructures routières ont connu ce qu'on appelle leur apogée. Il faut maintenant réhabiliter, reconstruire, reprendre. Et c'est le travail qui est en train d'être fait en ce moment. Alors nous pouvons quand même relever quelques insuffisances. C'est-à-dire qu'au niveau de la maturation des projets, ça reste encore une lecture périphérique parce que nous n'y sommes pas. Mais on peut relever quand même au regard de ce qui se passe qu'il y a un problème au niveau de la maturation des projets. C'est pour ça qu'il serait certainement indiqué, peut-être au prochain gouvernement, qu'on confie un ministère comme celui des travaux publics au ministère de la Défense. Vous dites? C'est-à-dire que le ministre de la Défense devienne aussi en même temps ministre des Travaux publics. Le ministre des Travaux publics. Le génie militaire peut faire ce boulot. Hein. Est-ce qu'on a besoin de leur confier les travaux publics? Vous sollicitez le génie militaire parce que le problème est que les entreprises qui viennent pour réaliser ces routes-là ont des connivences avec les gestionnaires de crédit. C'est clair. C'est clair. Donc moi je pense qu'il faut on va sortir ce ministère-là de la gestion financière de cette Disons rapidement quelques messages avant de repasser la parole aux uns et aux autres. Bonjour, Monsieur Parfait. Ici, actuellement au Cameroun, aucune route n'est praticable. La route qui mène à la prison centrale de Kondengui, pourtant maison de retraite des ministres et perviable, est catastrophique. Actuellement, le maire verse le sable pour essayer de faciliter la circulation. Un remaniement s'impose dans ce pays. Au cas contraire, un changement de régime s'impose. Même la route qui mène chez nous, dans le sud, est Mamofeu. Bon, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ça veut dire que Mamofeu, c'est autre chose. Bonjour les démineurs. Pardon. Très bien parlé, très beau panel. Le DGSN a parlé parce que sa voiture sautait sur les trous. C'est bien. Quand eux-mêmes, les gros poissons ressentent la douleur là. Mais le concerné doit tomber dans la boue. Sinon, j'admire le DGSN et le MINDEF. Voici deux entités qui n'ont plus rien à prouver. Parce qu'il y a les ministres ici qui ont déjà mangé l'autoroute Yaoundé-Marois avec tous les échangeurs possibles dans le pays, voire même plus. Autre préoccupation ce jour, nous prenons ce message. Que dit le téléspectateur? Le père de la police, oyo, oyo. C'est tout ce qu'il a trouvé à dire. Hein? D'accord. Merci pour la chanson. Autre message. Bonjour Espace Miné. Vous comprenez. Alors pourquoi le RDPC même, la main dans le sac, distrait toujours les gens? L'un des sages du RDPC dit en français facile que rien ne va. Même jusque là, il y a encore et toujours quoi. Merci de demander à M. Ongene que la nouvelle route de contournement derrière le stade de Japoma est à quel âge déjà? Ah, voilà. Oh là là, mon Dieu, je l'ai totalement dégradé. Autre message, désolé M. Niemek, que je ne suis pas du tout d'accord. Le Cameroun se porte bien.
tout est beau, nous sommes hyper développés et M. Ongene est président. Bonne journée à vous, Bertrand Marois. Autre préoccupation, alors en plus 971 ans, il s'agit de quel pays là? Les Émirats Arabes Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour à toi le modérateur hostile, séducteur et irrésistible. Waouh. J'espère que c'est une femme qui parle. Mais même si c'était un homme. Non, ça commence pas bien. Par le temps qui court. Par le temps qui court. Moi, j'ai quand même une petite question et une remarque pertinente dont le gouvernement de Paul Biya n'a aucune intention de nous apporter une seule petite joie. Dans tous les compartiments, ils échouent. Mon Dieu, quoi le nom de cette forme? C'est quoi le nom de cette forme de méchanceté? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, aucune forme de paix. La faim est devenue le quotidien des Camerounais. Je peux juste comprendre une chose, le diable est assis sur le sort des Camerounais. On dirait Dieu nous a tourné le dos. C'est monsieur Abanda depuis Dubaï qui envoie donc ce message. Roger Kiek de Kiki, c'est vrai que en préparant cette émission, certains m'ont posé la question de savoir, c'est bien beau que le DGSN vienne dénoncer le mauvais état de route au Cameroun, notamment l'axe Yaoundé-Moutengene, mais à quelle heure? Donc c'est maintenant que le DGSN se rend compte que les routes au Cameroun sont catastrophiques? Non. Le DGSN est un homme réservé. Il parle très rarement. Mais il est longtemps resté réservé. Ce sont des patriarches qui ont atteint un certain âge. Vous voyez que c'est presque la fin pour ces patriarches-là. Et ils sont dans le regret de constater que les plus jeunes n'ont pas été à la hauteur. Parce qu'il y a eu des grands hommes dans ce pays. Hein. C'est-à-dire que quand on vous parle des gens qui ont existé ici, Philémon Bébadon, il y a eu des hommes. Ahidjo était un bâtisseur, vous le savez. Le président Paul Biya que vous voyez là, c'est lui qui faisait le boulot. C'est-à-dire que avant d'être Premier ministre, il a même cumulé. Il a été SGPR. Directeur du cabinet civil, secrétaire général de la présidence. Il a cumulé. Ils sont quelques rares à avoir cumulé comme ça. Quand vous créditez le bilan d'Ahidjo, vous oubliez de dire que Paul Biya est lui-même dans le bilan d'Ahidjo. C'est-à-dire que c'est lui qui faisait. Mais comment donc lui qui était donc malheureusement si brillamment dans le bilan d'Ahidjo, lorsque lui-même a donc pris les commandes, certains s'accordent à dire que ce n'est plus trop ça. Et c'est le constat que fait Martin Bargangele. Si vous réécoutez, et vous l'avez repris tout à l'heure, ce constat-là, c'est que Paul Biya n'a pas eu la main heureuse. C'est ce que dit Martin Bargangele. Paul Biya a été malchanceux. Si vous voyez la quantité d'argent, vous savez, chaque mois, quand on finit de payer le service de la dette, le FMI vient de boucler ici, là, quand on finit le service de la dette, c'est-à-dire la dette chinoise la plus grosse, on paye les militaires, enfin on règle les militaires au front et tout, on paye les fonctionnaires, on n'a plus d'argent pour rien du tout. Ah bon? Oh, bien sûr, allez regarder. Nous venons de boucler une séance avec le Fonds monétaire international. Mais c'est alarmant ce que vous dites là. Je vous dis qu'on est surendetté. On devrait, l'autoroute Yaoundé-Douala devrait déjà être en train de produire et de rembourser. C'est-à-dire que sur cette autoroute, vous avez des péages. Il n'y a donc pas de l'argent pour faire des routes. Écoutez un peu, la route qui va sur le port et dont l'ouverture sur la Centrafrique, le Congo, le Tchad, vous avez des paysages routiers, vous avez des péages routiers. C'est autant d'argent. Il y a des hôtels, des infrastructures hôtelières adossées à ce projet. Il y a des hôpitaux adossés à ce projet. Si on avait terminé ce projet, il serait en train de générer des ressources. Si on avait mis en place les usines, les usines de transformation de la farine de manioc, les barrages, etc. Malheureusement. Roger Kiek, vous et moi, il est arrivé. Nous avons laissé les pays européens. Oui. Prenons même certains pays africains. Oui. Par moment, des pays que nous présentons comme étant des petits pays. Tout à fait. Mais allez de ce côté. Allez à Lomé au Togo. Voilà. Allez à Lomé. Vous allez même au Bénin maintenant. Allez au Bénin. J'ai suivi des grosses expressions tout à l'heure venant de parfois il parle ATPS, ATPO quoi, ATPI. Non, ce sont des expressions. Bon. Est-ce que là-bas, à Lomo, Togo, ils ne connaissent pas? Il y a les ATP aussi, il y a tout ça là-bas. Mais en réalité, je pense que le président Paul Biya, son plus grand boulot aura été de détricoter le pacte colonial, c'est-à-dire la France qui avait la main mise sur le sous-sol. Parce que
quand j'ai vu le projet de loi de finances en préparation, on est en train d'entrer dans quelques bribes d'industrialisation. C'est-à-dire on va commencer à transformer les minerais durs, hein, le diamant, l'or, etc. Peut-être que son plus grand boulot, c'est d'avoir retiré ces ressources du sous-sol des mains de la France. Et pour les donner aux Chinois. Non, c'est là. Les futurs dirigeants vont pouvoir s'appuyer là-dessus pour bâtir le Cameroun. Mais pour le reste, il n'a pas eu la main heureuse pour transformer le pays. Il n'a pas eu la main heureuse parce que tout ce que vous citez là sont riches. Hein. Allez voir les propres villas de ces gens-là. Allez voir les terrains, les acquisitions, la fortune personnelle de ces gens-là. Allez voir les propres plantations, les élevages de ces gens-là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on leur a dit de faire. Pierre Blériot, entre la vérité implacable que Mbargangele, le DGSN, a eu à dire à la face du monde, et maintenant ceux qui pensent que cela relève d'une cacophonie gouvernementale, on devrait se situer à quel niveau? Non, la cacophonie existe depuis. C'est pas ce que le DGSN dit qui a introduit la cacophonie. Kieck dit que le président n'a pas eu la main heureuse. On n'a pas besoin de main heureuse pour se choisir des collaborateurs. Le président n'a pas été suffisamment dur avec ses collaborateurs. Vous savez, quand vous commencez à éduquer vos enfants, ils savent si vous êtes un père fouettard, si vous êtes un père qui menace toute la vie de taper. J'ai vu une dame qui rentrait d'une réunion à 2 heures de la nuit et sa coépouse ouvre la porte et elle lui dit « Mais comment tu peux rentrer à cette heure-ci? Tu vas faire comment avec ton mari ?» Elle a dit « Je connais celui-là. » Et son mari n'a rien fait par la suite. Les ministres de l'IA disent « On le connaît. » Ils font ce qu'ils veulent. Entre-temps, le président vient de passer 50 jours. Presque 50 jours à l'étranger. Beaucoup ont pensé que quand le président va arriver, il va frapper la main sur la table, il y aura des grandes décisions. Quelles sont même ces décisions que les gens attendent? Les gens ont volé pendant des dizaines d'années, sont riches comme Crésus. Les décisions, c'est quoi? Même quoi? Depuis que le président est rentré, est-ce qu'il a pris une grande décision? Il s'apprête à prendre. Oh ben voilà. Qui dit qu'il s'apprête à prendre? Non, pas fait ici. Nous savons que nous avons eu 40 ou 42 années déjà de douleur, hein, générées par l'entourage du chef de l'État. Et qui ont fait... Vous savez, ces gens-là, quand vous entrez dans un domicile d'un des membres de cette affaire-là, même celui qui gère les routes là, je suis convaincu que si vous allez dans son domicile, il a goudronné le chez lui. Oui, bien goudronné. Il y en a même qui ont des héliports. Il a bien goudronné la maison. Et il a construit sa maison avec toute la finesse qui correspond aux États modernes. Donc il fait ça exprès quand il s'agit du Cameroun. Tous font exprès. Qui ne sait pas que telle chose est bien faite, telle chose est mal faite. Même pour aller dans leur plantation, c'est bien goûté. Voilà. Bonjour, le turbo parfait a ici créé un ministère des Travaux publics doublé de la Défense, selon Ongene, de la rigolade. Il voulait peut-être souhaiter que les marchés de construction des routes soient prioritairement confiés au génie militaire pour sa grande expertise et la haute qualité des travaux, ce dont ne disposent pas forcément les entreprises qui sont sur le terrain en ce moment. Il faut tout revoir. Parfait. Oui. Ce sont des entreprises du BTP du Cameroun qui ont construit la Guinée équatoriale. Bien sûr. Et le Tchad. Les mêmes entreprises que vous avez ici, ce sont des Camerounais. Et deuxième chose... Pourquoi donc ces entreprises ailleurs, elles travaillent bien, ici, elles travaillent mal? C'est la connivence. Ailleurs, on surveille. En Guinée équatoriale, vous retiens le mot connivence. Deuxième chose, le BI, allez à Bakassi, Manaoube, etc. Le BI fait des routes. Et là, je ne parle pas du génie militaire. Le BI fait des routes. Le BI est en train de reconstruire des ponts dans le nord-ouest. Le génie militaire, pareil. Sous la route qui va à Mokolo, à l'époque, on était très jeunes, c'était le génie militaire. Parfait, il y a des nouveaux sur le soleil. Chute avec vous. Oui, le monde des rêves et des chimères est digne d'intérêt et digne d'être vécu. Vous savez, en suivant Blériot Nyamèque dans ses conclusions hâtives, j'ai vraiment vu un homme qui dessinait en noir la République. Mais j'ai finalement compris qu'il était dans son rôle de rêvassier. Son rôle de chimérique.
son rôle d'égarement. En fait, il ne parle pas du Cameroun, il parle de monde imaginaire. Blaireau aussi que toi tu ne parles pas du Cameroun. Non. Toi aussi tu dis à Blaireau tu ne parles pas du Cameroun. Moi je suis dans le thème, je suis dans le sujet et moi il est tellement hors sujet. Il fait comme ces enfants qui vont à l'oral, ils ont déjà leur sujet à crêter dans la tête, peu importe la question que tu lui poses. Ils répondent comme ils sont venus à la maison. Alors moi je pense que Blaireau, ce qu'il n'a pas traité du sujet de ce jour, et qu'il nous laisse, nous autres qui avons eu l'honnêteté de parler de ce qu'il existe réellement, d'en parler. Il y a des acquis sous le renouveau, et ces acquis sont indéniables, ces acquis sont perpétuels. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire. Non, ces acquis sont factuels, ces acquis sont tangibles. Il ne s'agit pas aujourd'hui du fait de la dégradation du parc routier qui nécessite une réhabilitation, une reconstruction et dont les chantiers dans ce sens sont en cours d'exécution, de peindre en noir tout ce qui a déjà été fait. Il s'agit aujourd'hui de comprendre qu'il y a des axes routiers sur lesquels nous roulons aujourd'hui qui n'ont pas de problème, qui ne posent pas de problème. Mais nous pouvons cependant nous n'allez pas me perturber. Non, je ne vous perturbe. Exemple de celle il faudrait que nous restions cohérents. Et moi, je fais un effort de rester cohérent. Merci. Et pour dire la vérité, il faut donc vous dire je termine en disant il y a des insuffisances. Et ces insuffisances, il convient de renforcer les mesures de contrôle et de veille sur la maturation des projets et sur les mécanismes d'attribution des marchés, mais également sur la disponibilité des ressources financières. Lorsqu'on parle de l'encours de la dette du Cameroun, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, je voudrais quand même lui dire que c'est pas aussi alarmant qu'il le dit. C'est pas aussi alarmant. Et puis il faut dire que nous sommes encore en deçà, pour ce qui est pour ce qui est du service de la dette, nous sommes encore en deçà de la norme communautaire. Pourtant, il y a des pays qui ont déjà explosé les normes communautaires comme en Côte d'Ivoire, nous avons tout ailleurs. Il convient de rester optimiste, et cet optimiste voudrait qu'on dise. Quelqu'un disait tout à l'heure, parlait du président au passé, mais non, le président est encore là. Et il faut dire, je conclue à ce niveau. Oui, je conclue à ce niveau en disant aux téléspectateurs, Blaireau a dit, rien n'a été fait, rien n'est bon. Ça, c'est ce qu'ils vont retenir. Moi, je leur dis, tout est bien fait. Il faut juste qu'on renforce. Le Cameroun est inachevé, il faut le parfaire. Nous sommes d'accord, c'est le combat que nous devons mener pour parfaire le Cameroun et mettre de l'accent sur... Merci à Parfait Onguéné qui était là ce matin. Il est un homme politique du côté du RDPC, conseiller régional dans la région du Sud. Merci à Pierre Blaireau Nyemek, le consultant. Merci également à Roger Kiekdekiki, journaliste politique. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous?